C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a dessiné ses territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leur route. L'esclavage n'a pas commencé dans les champs de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube de l'humanité. À partir du 7e siècle et pendant plus de 1000 ans, l'Afrique fut l'épicentre d'un trafic global. Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhai, Soso, Akan, Yoruba, Ibo, Congo, Yao, Somalie, plus de 20 millions d'Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel a façonné notre monde et notre histoire. L'ampleur de ce trafic est telle qu'il a longtemps été impossible d'en expliquer les mécanismes. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons remonter les routes de l'esclavage. Ce qu'il faut bien comprendre concernant la traite des esclaves, et je dois toujours l'expliquer à mes étudiants américains qui ont d'emblée tendance à l'envisager sous l'angle moral des droits de l'homme, je leur dis d'aborder la question d'un point de vue économique. Dans ce cas, ce qu'il faut se demander, c'est d'où vient la demande de main-d'œuvre et quelle est la nature de cette demande. Jusqu'à la fin de l'Antiquité, la demande vient surtout de l'Empire romain. En 476, Rome s'effondre sous la poussée des invasions barbares. Sur des territoires morcelés, plusieurs peuples se disputent l'héritage de l'Empire. Visigoths et Ostrogoths à l'ouest, Slaves au nord, Berbères au sud, Empire byzantin, royaume de Nubie et tribus arabes à l'est. Comme Rome avant elle, toutes ces sociétés pratiquent l'esclavage. Dans toutes les sociétés, on trouve des esclaves. Peu importe d'où ils viennent. Ils viennent de partout, des steppes de l'Asie centrale à la Russie, en passant par toute l'Europe de l'Est, tous les pays slaves. C'est d'ailleurs de là que vient le mot esclave dans la plupart des langues européennes. Il vient du mot slave. Et les Slaves, selon certaines mentalités, étaient ceux qu'on pouvait asservir. Les esclaves étaient surtout des esclaves blancs. Le fait que les esclaves deviennent surtout noirs est relativement récent dans l'histoire. Alors comment est-on passé d'une pratique généralisée à une gigantesque traite qui s'est progressivement concentrée sur le seul continent africain ? L'un des points d'entrée de ce récit se situe au Caire, sur le delta du Nil. Une mégalopole de 23 millions d'habitants née de l'union du Moyen-Orient et de l'Afrique. Aujourd'hui, le plus important carrefour d'hommes et de marchandises du continent. À l'écart du centre-ville, les ruines de Foustat, première cité arabe d'Égypte, sont laissées à l'abandon. Ces vestiges ne sont plus qu'une décharge à ciel ouvert. Pourtant, c'est ici que l'Afrique, le Moyen-Orient et la Méditerranée ont lié leur destin il y a près de 1400 ans. En 641, un événement majeur va changer la donne. Lancés dans un vaste mouvement de conquête, les armées arabes établissent un point de jonction entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette irruption des Arabes sur le sol d'Égypte va bouleverser toute l'économie politique du continent, intensifier la demande en esclaves.
L'esclavage a joué un rôle déterminant dans la conquête proprement dite, et il a été déterminant pour la pérennité de l'Empire musulman et pour son expansion. Du fait de la conquête, les captifs sont devenus des esclaves qui sont allés grossir les rangs de l'armée qui s'empara du monde de l'époque. C'est avant tout, justement, un commerce et des enjeux économiques et politiques. C'est-à-dire que les esclaves étaient l'énergie essentielle. À cette époque-là, il n'y avait pas de pétrole. Donc c'était en effet la force motrice de ces empires qui se mettaient en place. Les troupes arabes poussent leur offensive jusqu'au sud de l'Égypte. Le long du Nil s'étendent les terres chrétiennes de Nubie. Les Arabes y trouvent des vivres et surtout des esclaves à enrôler dans leurs armées pour continuer leur expansion. En 769, ils signent un pacte avec les Nubiens, un contrat qui stipule l'arrêt des hostilités en échange de 360 esclaves par an. Peuple de Nubie, vous serez en sûreté sous la protection de Dieu. Nous nous engageons à ne point vous attaquer, à ne susciter contre vous aucune guerre et à ne point faire de razzia dans votre pays, tant que vous serez fidèles à observer les conditions stipulées entre vous et nous. Vous livrerez chaque année 360 esclaves, des deux sexes, qui seront choisis parmi les meilleurs de votre pays. Vous les remettrez au gouverneur d'Assouan. En temps de guerre, l'asservissement des prisonniers était considéré comme quelque chose de logique. La guerre a été la cause majeure de l'esclavage. Presque tous ceux qui ont été réduits en esclavage l'ont été par la violence, à l'occasion d'une guerre, d'un enlèvement ou d'une razzia d'esclaves, qui était un prolongement de la guerre en fait. Donc au départ, on ne pouvait pas parler de traite. C'était des butins de guerre. La conquête est rapide, massive. En moins d'un siècle, les Arabes occupent la rive sud de la Méditerranée. Une frontière se dessine entre le monde musulman et les terres infidèles. À Kawar au Niger, à Makuri en Libye, à Fezzan dans le désert, partout ils imposent le même marché qu'en Nubie. Avec ces contrats, les Arabes organisent les premières déportations entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Par convois entiers, les captifs convergent vers le nouveau centre du monde, Bagdad. Les enluminures des Maqamates, court récit de la littérature arabe, montrent comment les premiers esclaves africains se mêlaient au reste de la société musulmane. Au IXe siècle, l'Empire est à son zénith. Bagdad est la capitale de toutes les richesses, de tous les savoirs, de tous les plaisirs. Une ville réunissant des esclaves venus du Caucase, des Balkans et de l'Afrique. On y découvre l'autre, l'étranger, le païen si différent de la culture des Arabes. À la cour du calife, le poète Nusaïb ibn Rabah, fils d'une captive noire, témoigne du mépris dont sont l'objet ses esclaves. Ma couleur ne diminue en rien ma valeur. Tant que j'ai une belle langue et le cœur vaillant. Il y a ceux à qui les racines donnent de la hauteur. Moi, mes vers de poésie sont mes propres racines. Combien de noirs manient le verbe, et des blancs restent muets. Si je suis noir, le musc aussi. Je n'ai pour ma couleur aucun remède. Ma valeur est mon éloignement du péché, comme la distance entre terre et ciel.
Après 2 siècles de conquête militaire, la demande en esclaves change de nature. Au IXe siècle, la dynastie des Abbassides se lance dans un projet pharaonique, transformer les marécages autour de Bassora en vergers luxuriants. Plus besoin de soldats, Bagdad veut des bras pour cultiver les terres d'Irak. Et pour cela, l'Empire fait venir des milliers d'esclaves. Il y avait sur certains chantiers entre 500 et 5000 ouvriers. Et il fallait aussi un roulement important parce que dans ces conditions-là, les esclaves donc, pouvaient avoir d'espérance de vie au-delà donc, de 10-15 ans de travail. C'était un travail colossal de retirer le sel qui recouvrait la terre, de même que d'irriguer cette terre. Pour cela, ils avaient besoin d'énormément de main-d'œuvre. Et ils ont commencé à importer des esclaves de partout. Où les arabo-musulmans vont-ils chercher des esclaves? Par principe, ils vont chercher des esclaves non musulmans, donc d'une autre culture, donc au-delà de l'Empire. L'esclave n'était pas différencié par sa couleur, ça ne comptait pas. L'esclave était différencié par sa culture. Il n'avait pas la culture du dominant. Au IXe siècle, les Arabes étendent leur réseau de traite toujours plus loin dans tous les territoires connectés à la Méditerranée, Caucase, Turquie, Balkans, Russie. De la Corne de l'Afrique, ils font remonter par le Nil des cargaisons entières de captifs éthiopiens et nubiens. Encore plus loin, des hauts plateaux de Somalie et de Tanzanie, des vagues d'esclaves surnommés les Zenj déferlent en Mésopotamie par l'océan Indien. Zenj est apparemment un mot persan, Zang. Ça signifiait noir. Et lorsque les esclaves ont commencé à être amenés en masse dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak, il y en avait tellement, proportionnellement, qui venaient de cette partie de la côte, que le mot Zenj a commencé à être utilisé pour désigner les esclaves en général. Peu à peu, le nombre d'esclaves devient si important que des émeutes éclatent le long des rives de l'Euphrate et du Tigre. En 869, les Zenj prennent les armes et montent une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. À la tête de ces bataillons d'esclaves, un ancien haut dignitaire du régime abbasside, Ali Muhammad. Ce qu'on sait de cette révolte, c'est que bon nombre de ses participants, voire la majorité, n'étaient ni africains ni Zenj. Il y avait des Nubiens. Le principal leader de cette révolte était un Arabe dont la mère était une ancienne concubine indienne. Cela laisse imaginer la complexité démographique de l'époque. Ali ibn Muhammad était un homme plutôt érudit. Mais le régime des Abbassides l'a déçu. Et quand il est allé à Bassora, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'esclaves qui travaillaient dans les fermes. Il a enquêté et il a découvert à quel point leurs conditions de vie étaient difficiles. Ils étaient tellement mécontents qu'il s'est dit que c'était le groupe le plus rebelle et qu'on pourrait le mobiliser pour une révolution. Ali Muhammad se leva et promit aux esclaves qu'il les mènerait et leur donnerait des terres. Il leur fit le serment de ne jamais les trahir. Ali convoqua ensuite leurs maîtres et leur dit « Je voulais vous couper la tête à tous pour vous punir de la manière dont vous avez traité ces esclaves, avec arrogance et coercition. » Quand il a vu ce grand rassemblement, il en a profité pour bloquer toutes les rues, les routes et les allées, afin d'éviter que quiconque ne s'échappe. Avec sa fourberie habituelle, il a donné l'ordre à ses troupes de tuer tout le monde. Et à de rares exceptions près, tous les gens présents furent exterminés. Cette révolte d'esclaves a failli réussir. Ils ont régné sur une grande partie du royaume pendant 14 ans. Et ils ont presque renversé la dynastie.
Le régime craignait qu'une telle concentration de main-d'œuvre esclave puisse s'avérer politiquement dangereuse pour l'État et même pour la société. Parce que ce n'était pas seulement l'État qu'on renversait, mais la société tout entière. Ça a été comme un coup d'arrêt, parce que cette révolte, qui a duré plus d'une dizaine d'années, a provoqué un tel bouleversement qu'elle a apparemment contribué à l'effondrement du commerce dans l'océan Indien occidental. Les armées du régime déploient toutes leurs forces pour réprimer la rébellion. Entre 500 000 et 1 million d'esclaves sont massacrés dans les plaines de Mésopotamie. La révolte des Zenj s'achève dans un bain de sang. Malgré son échec, ce soulèvement précipite le déclin de Bagdad au profit d'une autre cité, le Caire, nouvelle capitale de l'Empire. Au Xe siècle, le Caire abrite le plus important marché de la Méditerranée, loin devant Venise, Gênes et Constantinople. Le centre de gravité de l'Empire s'est déplacé en Afrique. Cette nouvelle situation géopolitique rebat toutes les cartes. À partir de là, les routes de l'esclavage se redéploient vers l'Afrique intérieure. Les usages changent, même la position de l'esclave dans la société s'en trouve transformée. Le Caire était une très grande ville, l'une des plus grandes villes de l'époque. Il y avait donc une population très importante et une forte demande de main-d'œuvre domestique. Mais comme le nombre d'esclaves par foyer était faible, ils ne pouvaient pas s'unir, interagir et fomenter une grande révolte. Ils ne pouvaient donc pas se rebeller autant. Les esclaves en Égypte reflétaient la richesse du Caire. On en trouvait dans toutes les couches de la société. Certaines esclaves étaient les concubines des califes, des courtisanes de luxe, des artistes. Mais c'est probablement dans la sphère privée que l'on en trouvait le plus. C'étaient des esclaves domestiques. Les gens achetaient des esclaves pour les faire travailler, bien sûr, mais aussi pour leur valeur symbolique. Ces esclaves reflétaient le statut social de leurs propriétaires et augmentaient leur prestige au sein de leur communauté. Longtemps, les historiens ne disposaient d'aucune information sur les esclaves qui débarquaient au Caire. Mais la découverte de documents exceptionnels, cachés pendant 1000 ans dans la plus vieille synagogue de la ville, va leur permettre d'en savoir davantage sur l'identité des captifs et leur pays d'origine. Pendant près d'un millénaire, les Juifs de cette synagogue ont déposé de vieux manuscrits dans une grande chambre. Apparemment, l'objectif à terme était d'enterrer ces documents de façon rituelle, parce que le nom de Dieu était peut-être écrit dessus. Pas question donc de simplement les jeter. Mais la communauté ne les a jamais enterrés. Et parmi ces documents, il y en a des centaines qui sont liés à l'esclavage. Ils contiennent des dizaines d'actes de vente d'esclaves. « 1190. Acte de vente de Wafa, 1094, acte de vente d'Ict, esclave nubienne vendue avec sa fille. Acte de vente de Musc, vendu pour 18 dinars. Titre d'achat de Kwan, 1190, acte de vente de Wafa, esclave africaine de 2 ans. Acte de vente 1107, vendu pour 18 dinars. Esclave nubien. 1190, donné en héritage à la veuve Sitalmouna. Esclave africaine. 1090, titre d'achat de Kwan, esclave chrétienne de couleur ébène. Conservés à l'université de Cambridge, les documents de la Geniza montrent comment le déplacement de la capitale de l'Empire au Caire a bouleversé les circuits de traite. L'esclave de l'Antiquité, le slave, le caucasien, est remplacé par l'Africain. J'ai découvert qu'environ 52% des esclaves, en particulier les esclaves domestiques en Égypte, provenaient d'Afrique noire entre la fin du Xe et du XIIIe siècle. Le piège s'est refermé sur l'Afrique. Nubiens, Éthiopiens ou Soudanais forment maintenant la majorité des contingents d'esclaves vendus au Caire.
Ici, sur le marché de la rue El Moz, ce sont principalement des femmes noires que l'on exhibe comme des trophées, destinées à assouvir tous les désirs des maîtres. Leur prix varie selon leur âge et leur beauté. Les femmes esclaves portent toutes sortes de noms que l'on peut traduire par succès, prospérité, prodigalité. Tous ces noms montrent que l'esclavage fonctionne comme une sorte de consommation. Et puis on trouve aussi des esclaves qui s'appellent gazelle, rose sauvage, musc, des noms qui font penser à des articles de luxe. Très souvent, quand on a des esclaves domestiques, une relation personnelle commence à s'établir entre les propriétaires et les esclaves. Elle peut devenir très intime. Par exemple, à la naissance d'une fille, on lui attribue une servante esclave de son âge qui va grandir avec elle, presque comme une amie, même si leur statut est très différent. Les esclaves ont quitté les champs et sont désormais cantonnés aux maisons des maîtres. Dans un manuel publié au XIe siècle, le médecin irakien Ibn Butlan donne ses recommandations pour bien choisir ces produits de luxe que sont les esclaves. L'acheteur doit se livrer à un examen méticuleux avant l'achat et ne pas prendre de décision du premier coup d'œil. Gardez-vous d'acheter des esclaves à des fêtes ou sur des foires, car c'est à l'occasion de tels marchés que les fourberies des marchands d'esclaves sont les plus subtiles. Combien de fois a-t-on vu vendre une fille décharnée pour une fille replète, une brune sale pour une blonde dorée, un homme âgé pour un jeune homme aux formes pleines, une bouche nauséabonde pour une haleine parfumée. Conseil sur ce qu'il convient de faire avant de l'employer. Le caractère de votre esclave sera déterminé par la façon dont vous le traiterez au moment où il rentrera dans votre maison pour la première fois. Si vous l'enhardissez, il deviendra hardi. Si vous le dressez, il sera obéissant. Et s'il s'associe avec des mauvais esclaves ou d'autres mauvais gens, il sera mauvais. Souvent, on nous dit qu'en islam, l'esclavage a été marqué par beaucoup de paternalisme, par une proximité très étroite entre l'esclave et son maître, et que l'esclave était toujours assuré, donc à la fin de sa vie, d'être affranchi et intégré à la famille du maître. Là, je crois qu'on est dans un faux débat quand on aborde la question à partir de ce billet-là, celui de la douceur de l'esclavage. On ne peut pas comprendre l'esclavage si on ne le lie pas intrinsèquement à la violence. C'est pour ça que l'esclavage doux, l'esclavage domestique, etc., non, c'est pas sérieux, je veux dire. L'esclavage, c'est la négation de l'être, et c'est la violence pour faire des esclaves. À mesure que l'Empire s'étend, de plus en plus d'esclaves adoptent la religion des maîtres. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les nouveaux convertis pensent pouvoir ainsi échapper à la violence des rapports de domination. Ces conversions placent les Arabes devant une contradiction. D'un côté, ils doivent affranchir ces nouveaux musulmans. De l'autre, ils ne peuvent renoncer à leurs esclaves. Selon l'islam, seule l'incroyance mène à l'esclavage. C'est la doctrine fondamentale. Globalement, au-delà des frontières de l'islam, les gens sont considérés comme des incroyants. Il est donc légitime de s'y procurer des esclaves. Plus le nombre de convertis augmente, plus les Arabes doivent trouver de nouvelles zones d'approvisionnement. La conversion crée la demande. Devenus musulmans, certains peuples comme les Berbères se rangent du côté des Arabes et les aident à aller chercher des captifs au-delà des frontières de l'Empire. Les Berbères eux-mêmes ont été asservis par les Arabes.
Même s'ils s'étaient convertis à l'islam, ils étaient traités comme des vassaux. Le rôle des Berbères dans le commerce transsaharien est fondamental. Les premiers témoignages qui en attestent sont d'origine arabe. Ils disent que ce sont les Berbères qui ont créé le réseau saharien avec des Africains subsahariens. Ce que l'on sait, c'est que l'utilisation des dromadaires a permis le développement du commerce. Et cette pratique a été transmise aux Arabes. Le soutien des Berbères est précieux. Ils maîtrisent toutes les techniques de survie dans le désert. À commencer par l'utilisation des dromadaires, seule monture capable de se priver d'eau pendant des semaines. Grâce à ce moyen de transport, les Arabes franchissent la barrière du Sahara. Il y a d'immenses déserts qu'autrefois on traversait. Par là passait la route d'Égypte à Ghana. Mais des vents continuels s'abattaient sur les caravanes et les groupes isolés. Plus d'une caravane y périt, plus d'un groupe isolé y trouva sa fin. Aussi a-t-on changé de route, et l'a-t-on abandonné, en faveur de celle où s'établirent des gens de l'Irak, des commerçants de Bassoura et de Koufa, ainsi que des Bagdadis. Eux et leurs enfants s'adonnaient à un commerce incessant, en caravane ininterrompue. Le Sahara est en quelque sorte un obstacle, tout comme le sont les océans. Il s'agit de développer des technologies et des compétences pour le traverser. Mais ce n'était un obstacle que dans la mesure où les problèmes politiques affectaient le déplacement des personnes. Des routes de commerce se forment entre le nord et le sud du Sahara. Pour relier les deux rives du désert, les marchands doivent emprunter la piste des caravanes, longer le territoire berbère, passer par les oasis de Siwa, Gadamès, Regan, Sijilmassa, avant d'arriver à Tombouctou, terminus du désert et porte d'entrée de l'Empire du Mali. À sa tête, le roi des rois, Soundiata Keïta, père fondateur de cet immense empire. En remportant la grande bataille de Kirina en 1235, Soundiata Keïta a réussi à fédérer tous les peuples de la région et à constituer un gigantesque réseau commercial le long des rives du Niger. Arabes et Berbères installent un comptoir commercial à Tombouctou. Ils y entretiennent des relations marchandes avec cet empire centralisé. Troquer du sel, des tissus, des bijoux, des dattes venues de Méditerranée contre de l'ivoire, du cuivre, des esclaves et surtout de l'or. Soundiata a réorganisé ce commerce, a tenté de réorganiser ce commerce interrégional, justement en sauvegardant les intérêts de son empire. Je pense que l'organisation du commerce régional et interrégional a été l'un des actes forts que Soundiata Keïta a accompli. Et je crois qu'il est même au fondement de l'empire du Mali. L'importance de Tombouctou tient à son emplacement géographique. Sur les rives du fleuve Niger, son port est l'endroit où l'on transborde les bagages et toutes les marchandises venues du nord.
Ce carrefour naturel occupe une position stratégique dans le commerce transsaharien. L'Empire du Mali, avec lequel commercent les Berbères, regorge de richesses. Maître des mines de bambouk et de bourré, il possède les plus importantes réserves d'or du monde. Plus de la moitié du métal jaune qui circule en Méditerranée provient de ces gisements. Tout au long de l'histoire du commerce transsaharien, entre le nord et le sud, il y a eu des esclaves. Et l'or a toujours été recherché. Un phénomène nourrissait l'autre. Mais le travail de l'or dans les sociétés africaines est un travail très largement entre les mains des captifs. Donc ça va ensemble. Et je crois que si l'or a précédé l'autre, les esclaves, la chronologie n'est pas clairement établie. On pense que les deux sont entrés dans le réseau d'échange pratiquement au même moment. L'or ayant pour effet de dissimuler l'autre pratique. Certains généraux de Soundiata Keïta n'ont jamais renoncé à ce trafic lucratif. Mais le fait est que Soundiata a posé un certain nombre d'actes par rapport à cette question-là, interpellant ses compatriotes sur le danger que présentait ce commerce-là pour la survie même du pays malinké. Comparaison n'est pas raison. Je me rappelle que Charlemagne lui-même, le grand Charlemagne, avait proclamé la prohibition de la traite, l'esclavage, mais ça n'a pas arrêté. Vous savez, les hommes sont les hommes. La tradition orale fait de Soundiata Keïta le fondateur de l'identité malienne et le symbole de la prospérité du pays. Pendant un siècle, l'Empire du Mali a régné sur toute l'Afrique de l'Ouest, laissant derrière lui la plus grande bibliothèque du désert. À Tombouctou, l'histoire se loge derrière les murs des maisons où sont conservés près de 360 000 manuscrits du Moyen-Âge. Ces trésors sont la propriété des riches familles locales. Elles se les transmettent de génération en génération, les cachant à l'abri des regards dans des lieux souvent tenus secrets. Menacés de destruction, des dizaines de milliers de manuscrits sont actuellement en cours de restauration. Ce Coran, datant du XIe siècle, montre comment l'islam s'est répandu en Afrique de l'Ouest. Au gré des contacts marchands entre arabo-berbères et élites africaines, la culture musulmane se diffuse petit à petit parmi les populations du Sahel, au point que Soundiata Keïta impose l'islam comme religion officielle de l'Empire du Mali. Ils appartiennent donc désormais à l'Oumma, la communauté islamique. Ils profitent ainsi de l'Empire islamique, c'est-à-dire d'un accès au grand marché contrôlé par l'Empire. Ce lien bénéficia donc à la fois aux Maliens et aux membres de la communauté islamique. La conversion des populations sahéliennes pousse les marchands et les guerriers à razzier des esclaves encore plus loin. La traite s'étend au sud de l'Empire du Mali, où vivent des populations animistes que le géographe arabe Al-Dimashqi relègue dans les franges de l'humanité. Les terrains de parcours des Lam-Lam sont au sud de la rivière de Ghana. Les Ramdam sont encore en dessous de ces derniers, plus au sud, vers l'équateur et au-delà. À l'ouest, ce sont des gens sauvages, pour la plupart, et sans religion. C'est à peine s'ils savent s'exprimer.
Ce sont des gens plus proches de l'animal. Tous les auteurs arabes à peu près, depuis Al-Bakri, Al-Idrissi et les autres, parlent de lam-lam, alors c'est souvent dam-dam, nyam-nyam même quelquefois. Ils les décrivent d'abord comme des, j'hésite à dire des hommes, parce que tels qu'ils les décrivent, ils sont à la limite de l'humanité. C'est des anthropophages, ils sont absolument en dehors du monde civilisé. Alors les lam-lam seraient à la limite les derniers des Noirs. Et à la limite, est-ce qu'ils sont même des hommes? Est-ce que ça va très loin, hein, la description des lam-lam. C'est vraiment des gens qui ne fonctionnent pas comme... voilà. Donc, par conséquent, les réduire en esclavage posait moins de problèmes du point de vue de la théologie, du point de vue moral. Pour mettre en esclavage un individu, un des phénomènes importants, c'est de le construire comme autre, de construire une altérité. Et sous ce rapport, les sociétés humaines disposent d'un registre assez large. On peut utiliser la différence de couleur de peau, la différence de religion. Et dans la traite transsaharienne, on va combiner les deux. L'histoire de Tombouctou se confond avec celle de l'esclavage. La légende veut que la ville tienne son nom d'une vieille esclave chargée autrefois de surveiller le puits où s'abreuvaient les troupeaux. Tombouctou viendrait du mot Tim, puits en langue touareg, et du prénom de cette femme, Bouktou. Aujourd'hui encore, le nord du Mali demeure une société de castes. À Tombouctou, l'ascendance détermine le rang. On est libre ou captif selon son nom et sa lignée. Au sommet de l'échelle sociale se trouvent les Touaregs, à teint clair, anciens guerriers qui, depuis toujours, possèdent la terre et les armes, et tout en bas, les Bellas, descendants d'esclaves qui n'ont rien, hormis la force de leurs bras pour survivre. Beaucoup cultivent encore les champs de leurs anciens maîtres. Tous connaissent les liens qui les rattachent à leur origine servile. يمددها انت اوسي تمددها انا هيلا نكي مارا وين استزارت نموس الدين سيمارا والناس نضاش نشبش تنتشو إدارة الليل كلات اللباني هنيني أباني مشورا مش ماشلي وحسن يضين بس كي هنين هي ورتي الله هرت هنين يضانا سنكلا سنت ماضي ناقنت مش مطلع صورتي جنغري مشورا هنين L'intérêt des maîtres, c'est de faire croire à l'individu qu'il est esclave, non pas parce que un jour on lui a opposé un rapport de force qui est réversible, mais parce que, par sa nature, il est destiné à être un esclave. C'est une idéologie extrêmement forte. Si votre sang est considéré comme un sang servile, et que cette nature, vous la transmettez à votre descendance, il devient impossible de sortir du phénomène esclavagiste. À mesure que la traite se développe, certains peuples se voient assigner à jamais le statut d'esclave. Ils intériorisent leurs conditions et finissent par percevoir leur sort comme une fatalité. En créant des lignées entières d'esclaves, la traite transsaharienne réussit à produire des esclaves sans avoir recours à la violence physique. Durant tout le XIIIe siècle, plus de 1000 esclaves partent chaque année de l'Empire du Mali. Ils sont rejoints par les contingents venus du Kanem-Bornou, d'Éthiopie et de Nubie. À chaque halte, les oasis se transforment en marché aux esclaves. Et pour rejoindre le Caire, le trajet dure plus de 6 mois.
Toutes les routes à l'époque convergent vers le monde islamique. Elles partent de la périphérie et aboutissent au centre des villes. Très souvent, le long de ces routes qui conduisent les esclaves dans le monde islamique, on en croise dans les deux sens. Ils sont généralement plus nombreux à se rendre dans le centre du monde musulman, mais on les achète et on les vend tout le long du chemin, si bien que l'esclavage est partout. On n'a pas de chiffres précis parce qu'il n'y a pas eu de statistiques ni de travaux systématiques sur cette question-là, mais il semblerait qu'il y a beaucoup plus de morts et de pertes d'hommes pour la traversée du désert que pour la traversée de la mer. Certaines hypothèses, donc, en effet, avancent le chiffre de 30% donc, du contingent d'esclaves transportés qui parfois n'arrivent pas donc, au bout du chemin. Le marché d'Attar al-Nabi au Caire. C'est sur ce marché aux légumes construit au bord du Nil que les bateaux déchargeaient autrefois leurs marchandises. Aujourd'hui, personne ne se souvient qu'à cet endroit, des milliers de captifs débarquaient en Égypte après plus de 4500 km de marche dans le désert. Toute cette longue vie de l'esclavage et de la mémoire de l'esclavage pose problème aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais été abordée par les historiens. Donc on est face à une méprise et à une ignorance de l'histoire de nos propres pays et on a l'impression que cette présence noire dérange. Par exemple, en Afrique du Nord, on l'appelle l'Afrique du Nord, mais on l'appelle pas l'Afrique. On est persuadé qu'il s'agit d'une Afrique blanche, totalement blanche, et que les Noirs tunisiens, algériens et marocains ne sont que des étrangers, même installés depuis plusieurs siècles dans ce pays. Et on a, en Tunisie par exemple, des proverbes terribles du genre que Dieu ne noircisse pas nos matrices. Moi, personnellement, je l'ai appris au collège, donc ce poème terrible et odieux dans lequel il décrit donc, les esclaves noirs comme étant en effet des êtres issus des races les plus abominables. لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأجناس مناكيد من علم الأسود المخسي مكرمة أأهله السود أم أذنه وهو في يد النخاس دامية. Donc voilà, ça m'a marqué toute ma vie. 1324. Le nouvel empereur du Mali, Mansa Moussa, petit-neveu de Soundiata Keïta, entreprend un pèlerinage à la Mecque en passant par l'Égypte. Il remonte les routes caravanières jusqu'au Caire. Ce voyage marque l'aboutissement d'un long processus, la constitution d'une gigantesque zone d'échange commercial entre Tombouctou et le Caire. Pour la première fois, les puissants du Sud vont rencontrer ceux du Nord. L'historien égyptien Ahmad al-Makrizi raconte l'arrivée tonitruante de Mansa Moussa au Caire. Dans la nuit du dimanche du 15 Jumada Ier, la lune se leva éclipsée de noir. C'est alors qu'arriva Mansa Moussa, roi du Takrour, pour faire le pèlerinage. Il séjourna au pied des pyramides durant 3 jours à titre d'hôte. Il pénétra au Caire le jeudi 26 Rajab, monta à la citadelle, mais refusa de baiser la terre et il n'y fut point obligé. Cependant, il ne lui fut point permis de s'asseoir en présence du sultan. Le sultan ordonna de l'équiper pour le pèlerinage. Mansa Moussa fut hébergé et dépensa beaucoup d'or dans les achats qui lui plaisaient. Esclaves, femmes, étoffes, au point que le dinar baissa de 6 dirhams. Personne, à vrai dire, avant lui ni après, n'a entrepris un voyage de cette envergure avec autant de faste et une telle quantité d'or.
Certains documents attestent qu'il était accompagné de 12 000 esclaves entièrement à son service et 80 charges d'or pesant chacune 300 kilos. Ça fait beaucoup d'or. Le voyage de Mansa Moussa marque un tournant dans l'histoire. La puissance marchande de l'Empire du Mali revient aux oreilles des Européens par la Méditerranée. Cette carte, l'Atlas catalan, publié en 1375, est la première représentation du monde dans son ensemble. On y voit les mers, les fleuves et les déserts d'Afrique. Ici, un dromadaire monté par un berbère, un autre fouetté par un homme noir qui le suit à pied. À l'est de la carte, jouxtant le Nil et la mer Rouge, le sultan du Caire. En bas du parchemin, aux confins des terres connues, trône Mansa Moussa, tenant entre ses mains tout l'or du monde. Cet atlas nous remet dans un contexte médiéval qui est celui des grands empires africains. On a tendance à oublier que l'espace de production de richesse, c'est l'Afrique à ce moment-là. Et donc cette carte, l'Atlas catalan, elle cartographie alors cette puissance marchande dont la richesse était parvenue aux oreilles des Européens. À la fin du Moyen-Âge, 6 grandes routes de traite traversent le désert de l'Afrique subsaharienne jusqu'à la Méditerranée. Chaque route est connectée à un grand port, Alger, Tunis, Tripoli et le Caire. Autant de points de départ vers les marchés du sud de l'Europe, Venise, Gênes, Marseille, Grenade. Certains captifs sont même déportés jusqu'en Chine et au Japon. Au total, 3,5 millions d'Africains ont circulé sur les routes de l'esclavage entre le 7e et le 14e siècle. L'impact de la traite transsaharienne a laissé des marques profondes. 2 millions de Bellas, descendants d'esclaves, vivent actuellement entre le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Libye. La guerre qui sévit dans le Sahel a permis aux Touaregs atteints clairs de réaffirmer leur autorité sur les Bellas. Beaucoup ont dû fuir vers Bamako. Parmi eux, Intamat et sa femme Aïchatou ont cherché à s'extraire de leurs conditions d'esclaves. Ils se cachent aujourd'hui dans les faubourgs de la capitale. وصلوا دبان سين رتانس كل موي اي تنبوس هكيه سيسمن السعد دون ناغا لباسن ديدي كسان دين تسنان تانا يغدين وانا ديدي كسان دين مبراياني نيا هانا وين دي شقاغاني نيا هانا وين دا انتند كواس اقيم غدين دا قال تمزقايو تا قال غدين إنه سوادي من الله وراء التيد من اسمك هرد كل سرحنا هي تبينا هي إنك هي كم هكين دغابين دغازرف ميغا رزيد ميغا رطير ورتلا قروا تسنا نطاسا قروا تلا دخلانا قروا Leur liberté reste fragile. Sans la protection de leurs anciens maîtres, ils vivent souvent dans le dénuement le plus complet. Même dans l'anonymat des grandes villes du Sud, un simple nom de famille peut suffire à trahir l'ascendance d'une personne. Cette difficulté à s'affranchir de sa caste perpétue un ordre social millénaire. Même si tu es devenu un député, même si tu es député, tu es captif. Même si tu es ministre d'Intérieur, tu es captif. On va t'appeler captif. Et tu n'as pas ta dignité chez eux. Tu n'as pas une dignité. Tu n'en as pas.
Le temps a redessiné les frontières des États. Mais les grandes routes transsahariennes sont toujours sillonnées par des milliers de Maliens, d'Érythréens, de Soudanais ou de Libyens. Pour fuir la pauvreté et les conflits armés, près de 200 000 subsahariens affluent chaque année vers la Méditerranée. Arrêtés au Caire, ces hommes deviennent des proies faciles pour les trafiquants. La guerre au Sahel a réveillé l'héritage des traites négrières et avec lui réapparaissent des pratiques que l'on espérait révolues. L'histoire de l'esclavage est une tragédie qui se renouvelle sans cesse. À partir du XIVe siècle, un nouvel acteur entre en scène, l'Europe. Dans sa soif de conquête, elle va faire basculer l'Afrique dans une nouvelle ère. Avec les Européens, la traite n'aura plus rien de comparable avec tout ce qui s'est passé auparavant.